Bonsoir, aujourd'hui je m'intéresse à Vel'Koz, l'œil du néant. Installez-vous bien, pensez à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu pour plus de vidéos sur League of Legends. C'est parti pour la biographie et l'histoire de Vel'Koz. Pour comprendre pleinement cette horreur que l'on appelle Vel'Koz, il faut d'abord connaître les veilleurs et savoir comment la vue du royaume mortel leur fut retirée. Au-delà du plan matériel, à l'extérieur et en même temps sous lui, s'étend un abysse inconnu. C'est le royaume du néant, que nulle créature mortelle ou immortelle ne peut arpenter. Peu importe pourquoi ou comment cet endroit est apparu, l'essentiel est qu'il existe. Le néant est éternel, le néant consume tout. En ce lieu, dans la pénombre froide et sans fin, tout se vaut et tout est vide. Pendant une éternité, il eut une certaine pureté dans ce fait, il eut une certaine paix, si ce terme a un sens dans ce contexte. Puis quelque chose changea. Dans le royaume du néant, ailleurs, c'était l'existence, c'était quelque chose, là où avant il n'y avait rien. Et cette seule présence heurta les larges entités froides et informes qui dérivaient dans l'obscurité. Avant cela, elles n'avaient même pas conscience de leur conscience. Pourtant, désormais, elles ne pouvaient plus tolérer cette autre présence, cette imposante création d'un autre royaume. Les entités se mirent donc à observer, et elles scrutèrent la réalité. Bien vite, ces veilleurs se rendirent compte qu'on les observait en retour. Les méprisables esprits mortels qui tendaient leur attention vers eux étaient insignifiants, des papillons de nuit aux confins extrêmes des abysses. Pourtant, à travers eux, les veilleurs virent une chance d'envahir le royaume matériel, de le détruire, de réduire au silence l'intolérable pulsation de la réalité au-delà du néant. Les plus audacieux d'entre eux déchirèrent le voile qui séparait les mondes et s'élancèrent, mais ils furent horriblement désorientés par le passage brutal des abysses à la réalité corporelle et linéaire. En une seconde, ils éprouvèrent la durée, la chaleur, la souffrance. Et soudain, il n'y eut plus que le froid. Le passage avait été fermé et des dizaines de veilleurs étaient prisonniers entre les deux royaumes, gelés entre ce moment de transition. Ceux qui étaient restés dans le néant battirent en retraite. Ils n'avaient pas la moindre notion de ce qu'il s'était passé, mais ils savaient avoir été trahis. Aussi, ils s'adaptèrent. Tendant leur volonté jusqu'au royaume matériel, les veilleurs y puisèrent de la matière brute, la formèrent et la corrompirent avant de lui conférer une conscience. Ces créations furent les premiers néantins et servirent Dieu et d'oreille à leur maître. Ils avaient été envoyés dans le cauchemar de l'existence pour regarder, écouter et apprendre. L'un de ces monstres était différent des autres. C'est le plus ancien survivant de ces néantins, celui qui a le plus longtemps existé hors des abysses, et de nombreux noms lui ont été donnés par les malheureux qui ont croisé sa route. Des milliers d'années avant qu'Ikatia ne déchaîne le néant au cours de son combat pour la liberté, les cultures primitives de Shurima craignaient le démon Vel'Koz, qui vient des profondeurs du monde pour voler les rêves des sages. Bien que son nom n'ait pas de traduction littérale dans la langue moderne, il signifie à peu près « comprendre en défaisant ». Sa faim insatiable de connaissances a mené Vel'Koz dans tous les recoins du monde, de ses plus hauts sommets à ses gouffres les plus profonds. Rusé et méthodique, il a vu des civilisations s'élever, stagner et disparaître. Il a passé des siècles à ratisser les hauts fonds océaniques pour en découvrir les secrets ou à scruter les mouvements des étoiles. Il rapporte toutes ses connaissances aux grandes failles ouvertes dans le tissu de Runeterra pour les transmettre aux veilleurs et il annihilie sans hésitation tout mortel qui se tient sur sa route. Car le néant est éternel et il nous consumera tous. L'histoire de Vel'Koz. Un baiser sur la joue de ma femme, le manche de ma lance sur l'épaule, et je rejoins mes compagnons qui quittent le village.
Le jour vient de se lever, l'aube s'infiltre dans la forêt épaisse de Tokogol, tandis que tous les 6, nous progressons vers l'avant-poste du quai par un chemin ancien et poussiéreux. Nous voyageons légers, car notre veille ne durera que jusqu'à la lune suivante, avant qu'un autre groupe de lanciers ne nous remplace. Tokogol a des frontières communes avec Noxus, et l'agressivité croissante de l'Empire a incité nos seigneurs à affûter les lames. Notre déplacement est bref et sans péripéties. Une demi-journée de marche nous a conduits à proximité de l'avant-poste. Le feu du signal est allumé et nous salue avec une mince colonne de fumée blanche. Le moral est bon parmi mes camarades. Nous discutons en voisins et en frères, bien que notre mission soit de surveiller la frontière pour en signaler l'approche. La guerre n'occupe pas les esprits à Tokogol. En arrivant, nous constatons que les portes du poste sont ouvertes, mais pas forcées ni brisées. Un pressentiment nous saisit, un frisson nous parcourt l'échine. Je le sens, et je vois que les autres aussi. Nous constituons un petit mur de protection en 2 rangées de 3 hommes, et nous pénétrons dans le poste. Nous nous attendons à un massacre, des ruines, de la destruction, les marques de Noxus. Il n'en est rien. Ce que nous découvrirons, c'est un avant-poste semblable à tous les autres. Des vêtements sont suspendus pour sécher et des lanternes sont toujours accrochées au bâton de la nuit précédente. Nous nous regardons, inquiets, sans comprendre. C'est comme si nos camarades avaient disparu, tout simplement. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» murmure Belle. Notre mur se fissure et nous commençons à fouiller le camp en espérant trouver des signes de vie. Peut-être ont-ils été capturés, suggère Ulrich. Je fais quelques pas vers une muraille du poste. Une brûlure d'un noir profond marque le bois. Je tente de la toucher et à peine frôlée, la partie marquée s'effondre en poussière, faisant un trou dans le bois lisse. Mes compagnons trouvent des marques similaires partout dans le camp, mais nul ne comprend comment elles ont pu être faites. Un hurlement nous fait reprendre une attitude de guerrier. Vite, venez. C'est Affron. Nous courons à lui et nous le trouvons auprès d'un corps. « C'est Alrine, dit-il en nous regardant, le fils du tanneur. » Le jeune homme nous tourne le dos, couché sur le sol dans une position fétale. Il ne porte aucune marque de combat, on ne voit ni blessure, ni sang. Je sors mon couteau, je m'accroupis et je place la lame sous le nez d'Arline. Il faisait froid et un souffle vint troubler l'état de la lame dans un rythme régulier. « Il est encore en vie, » dis-je en tendant la main vers son épaule. Les yeux d'Alrine sont ouverts, mais on n'y lit rien. Pour autant que nous le sachions, il est conscient, mais son œil droit est levé vers le ciel, sans aucun éclat. Toutefois, ce n'est pas ça qui a déclenché notre haut-le-corps. « Parlez Dieu !» murmure Ulrich. Affron crache pour contrer le mauvais sort, et nous l'imitons. Là où se trouvait naguère l'œil gauche d'Alrine, il n'y a plus qu'un trou noir. J'ai vu assez de batailles dans ma vie pour reconnaître les cicatrices des coups de lance ou d'épée, mais aucune arme de ma connaissance n'est capable d'infliger une telle blessure. C'est trop propre, trop précis pour avoir été infligé dans la brutalité frénétique d'une bataille. Le visage du garçon, en dépit de cette horrible défiguration, ne trahit aucune douleur. « Qu'est-ce qui a pu lui infliger ça ?» demande Belle. « Une bête ? Une maladie ?» À cette pensée, nous nous éloignons du corps. « Non, » répond Kaer, en fronçant les sourcils, la main sur sa sacoche d'herbe et de cataplasme. « Aucun signe d'infection. Ce n'est pas une maladie. »« Trouvez les autres, et vite !» ordonne Belle. Un par un, nous les repérons. Ce sont des hommes que nous connaissons, des hommes de notre village qui vendent du poisson et de l'acier trempé. Tous portent la même blessure à l'œil gauche. Tous sont dans le même état catatonique. Ils semblent presque sereins, et ça ne rend le tout que plus effrayant. Affron regarde Belle. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Nous devons donner l'alerte, » dit Ulrich. « À propos de quoi ? On ne sait pas ce qui se passe ici. » Ils se disputent. Le ton monte. Ils parlent en même temps. De mon côté, je remarque l'odeur de fumée. « Attendez. » Les autres se taisent et me regardent. J'avale ma salive.
S'ils sont tous dans cet état, dis-je en montrant le feu de signal, alors qui a allumé le... Ulrich est en l'air avant que nous ayons eu le temps de comprendre ce qui se passe. Un éclair m'aveugle, mais j'ai le temps d'apercevoir une silhouette sombre. Mes camarades émettent un mélange de prières et de jurons. Un craquement soudain les fait taire, suivi par un hurlement strident, terrifiant. Quand je suis de nouveau capable de voir, je suis sur le sol. Je regarde mes jambes, elles sont brisées dans une position impossible. Les autres guerriers, mes frères et mes amis, sont couchés et regardent le ciel au-dessus d'eux. Je n'entends qu'une autre voix et je me retourne. Afron, un gosse d'à peine 16 ans, se débat furieusement sous la masse du monstre. Dans un nimbe de lumière violette, ce dernier lui enfonce dans le crâne une tentacule à travers l'œil. Les cris du garçon cessent. Il n'est plus qu'une carcasse vide, comme les autres. Puis le monstre tourne le regard vers moi. Un instant plus tard, il me surplombe. Je fixe cet œil unique, gonflé, et je devine une faim au-delà de l'imaginable. Pas une faim de chair, quelque chose de plus profond. Mon âme chancelle au bord de cet abysse, appelée par cette faim sans pitié. Non, je suis Ennis Kidarn, un guerrier et une lance de Tokogol. Je refuse de lui donner la satisfaction de mes hurlements, alors même que sa tentacule perce mon œil. Aucune douleur. Tandis que je travaille, l'analyse peut infliger une douleur physique, si je le veux, mais je ne vois aucune raison de le faire dans le cas présent. J'ai beaucoup appris sur la souffrance et sur son utilisation. Les informations de cet individu sont précieuses, comme toute connaissance. Une communauté, des interactions, des castes. Une femme, une descendance. Sur ce point, l'individu résiste à mon analyse, mais surmonter cet obstacle n'est rien. N'ayant plus rien à consumer, je voyage jusqu'ici pour disséminer ce que j'ai collecté. La faille à mes pieds est un conduit par lequel je passe mes informations dans le vrai royaume. Les créatures qui habitent ce monde appellent notre domaine le néant. Ces entités tissent des poèmes étranges que je ne comprends pas. Cela montre combien je suis loin d'avoir fini ma tâche. Un univers de connaissances m'entoure, un univers de puissance et de terre lointaine, et j'apprendrai tout ce qu'il y a à y apprendre. J'offre ces informations et toutes celles qui restent encore à trouver. Accepter, consumer, apprendre.